L'homme qui a tenu un journal de tous les jours avec Barbra Streisand écrit maintenant les entrées les plus difficiles. James Brolin, qui a demandé 3 fois la main de sa femme avant qu'elle ne dise oui, a récemment déclaré au producteur qu'il ne pouvait pas s'engager dans de nouveaux projets pour l'instant. Leurs comptes bancaires, autrefois séparés, fusionnent enfin, mais pas pour des raisons romantiques. Les factures médicales s'accumulent. Après avoir célébré leur 25e anniversaire de mariage l'année dernière, le couple doit maintenant faire face au chapitre le plus difficile de son histoire. Des initiés d'Hollywood révèlent que Brolin a refusé un rôle de 2 millions de dollars juste pour rester à ses côtés. Pour l'homme qui a vécu des décennies sous les feux de la rampe et de la célébrité, il s'agit peut-être de son rôle le plus déchirant à ce jour, celui d'un mari dévoué qui voit le temps lui échapper. James Brolin est né, Craig Kenneth, Bruderland, le 8 juillet 1940. Dans la chaleur étouffante de Los Angeles, il faisait 40 degrés ce jour-là. Son père, Henry, entrepreneur en bâtiment prospère, a fait lui manquer la naissance. Il est arrivé à l'hôpital 12 minutes avant la naissance de Craig. Henry dirigeait la maison avec une précision militaire. À l'âge de 4 ans, Craig avait déjà des tâches quotidiennes et des évaluations hebdomadaires de ses performances, plus comme un jeune employé que comme un enfant. Sa mère, Helen, a déjà travaillé comme figurante à Hollywood, mais elle n'en a jamais parlé. Elle ne voulait pas que Craig recherche la célébrité. Elle voulait qu'il se concentre sur l'école. Craig était un garçon calme et introspectif, en partie parce qu'il souffrait d'asthme sévère. À l'âge de 7 ans, il a passé 45 jours à l'hôpital. Mais même à cette époque, son esprit était vif. À l'âge de 9 ans, il a démonté et remonté la montre de son père, pièce par pièce. Ses professeurs notent son don pour la mécanique, mais personne n'aurait pu prédire l'obsession qui allait bientôt envahir sa vie. James Dean. À 15 ans, Craig a vu à l'est d'Eden, et cela a tout changé. Tous les samedis, pendant les 6 mois qui ont suivi, il a secrètement parcouru 17 miles à vélo jusqu'à Griffith Park, poursuivant un rêve dont personne ne soupçonnait l'existence. Là, seul, il copie la démarche, la voix, le regard de Dean. Dans sa chambre, il cachait 73 coupures de presse de James Dean derrière un poster. Il a économisé plus de 200 $ en livrant des journaux et a acheté une caméra 8 mm. Il a filmé 24 reconstitutions silencieuses avec des enfants du voisinage. Lorsque Dean est mort dans un accident de voiture, Craig n'a pas parlé pendant 11 jours. Son professeur de théâtre a trouvé un de ses courts-métrages et l'a envoyé à l'UCLA sans le lui dire. Il obtient une mention honorable de Nicholas Ray, celui-là même qui a dirigé Dean dans Rebel Without a Cause. Ce moment a scellé le rêve de Craig de devenir acteur, même si sa timidité le faisait vomir avant chaque audition. En 1960, on lui demande de changer de nom. Le studio a déclaré que Bruderland sonnait trop allemand. Ils avaient même des statistiques. Les noms courts avec des sons durs sont mieux reconnus. Craig ne voulait pas le faire. Il a participé à 7 réunions pour s'y opposer, mais le studio a gagné. Ils lui ont donné James à cause de son obsession pour James Dean. Son père ne lui a pas parlé pendant plus d'1 an. Sa mère a envoyé ses nouvelles photos à ses proches pour essayer de l'expliquer. Pendant 214 nuits, James n'a pas pu dormir sans pilule. Et après tout cela, le studio lui a dit qu'il se comportait trop comme Dean, ce qu'il avait pourtant demandé. En 1966, Brolin obtient de petits rôles dans la série télévisée Batman. Il a d'abord joué le rôle d'un caissier de banque. Le réalisateur a aimé sa façon de faire tomber les sacs d'argent, et il a donc eu plus de temps à l'écran. Des mois plus tard, un autre réalisateur lui a confié le rôle de l'effaceur, sans se rendre compte qu'il avait déjà participé à la série. Il s'est même cassé 3 côtes en faisant ses propres cascades. Puis Adam West l'a choisi pour un 3e rôle. Personne sur le plateau n'a remarqué qu'il avait déjà été choisi 2 fois. À l'époque, il était sans domicile fixe, vivait dans une Chevrolet 1958 et utilisait les douches du gymnase des studios Fox. En 1967, tout s'écroule. Il joue dans The Cape Town Affair, un film dont il avait prévenu qu'il ferait un flop.
Il a envoyé des mémos sur le mauvais scénario et les problèmes culturels. Personne ne l'a écouté. Le film est tombé à l'eau. Il a été licencié alors qu'il rendait visite à sa mère à l'hôpital. Pyre. La Fox lui a demandé de restituer 11 400 $ de salaire. Il était fauché. Pendant 18 mois, il n'a pas pu trouver de travail. Il est devenu mécanicien à Van Nuys, réparant des voitures pour des gens qui ne se doutaient pas qu'il avait été une étoile montante. C'est alors que le destin s'en mêle. Un cadre d'Universal a fait réparer sa voiture et a été impressionné par l'éthique de travail de Brolin. Il lui a proposé un test à l'écran. Ce test a débouché sur le rôle qui a changé la vie de Brolin. Il est devenu le Docteur. Stephen Kiley sur Marcus Welby. M.D. La série a débuté en 1969 et s'est poursuivie jusqu'en 1976. Brolin jouait un jeune médecin à moto qui travaillait avec un partenaire plus âgé. La série est devenue un énorme succès. En 1970, il a remporté un Emmy. 2 Golden Globes ont suivi. Dès la 2e saison, l'émission est la plus regardée sur ABC. Elle aborde des questions médicales sérieuses comme le cancer, la dépression et la maladie d'Alzheimer. Un épisode sur l'homosexualité a suscité des protestations. Mais Brolin est resté fidèle à sa volonté de raconter des histoires significatives. En 1972, il a joué un rôle plus sombre dans Skyjacked. Il y incarne un vétéran du Vietnam perturbé qui détourne un avion. Il a joué aux côtés de Charlton Heston. Le film était tendu et dramatique, et Brolin a rendu son personnage réel. Les critiques ont dit qu'il jouait parfaitement le rôle du pirate de l'ère déséquilibrée, même s'il était exagéré. Cela a montré qu'il pouvait aller au-delà de l'image du docteur calme. Puis vint Westworld en 1973. Il jouait le rôle de John Blaine, un visiteur confiant dans un parc d'attractions où les robots avaient l'air et agissaient comme des humains. Il s'agit d'un succès de science-fiction qui utilise pour la première fois des effets numériques. Le personnage de Brolin est tué à la moitié du film dans une scène choquante. Ce rebondissement a rendu le reste du film encore plus intense. Son interprétation a donné au film de la profondeur et du contraste. En 1979, Brolin s'attaque à l'horreur. Il a joué le rôle de George Lutz dans The Amityville Horror. Il n'était pas convaincu par le film au début, mais il a eu peur en lisant le scénario. Son pantalon est tombé tout seul d'une chaise. Il y voit un signe. Le film a connu un énorme succès au box-office, rapportant plus de 80 millions de dollars. L'interprétation de Brolin, qui incarne un homme en train de s'effondrer, fait froid dans le dos. Il reflétait les craintes d'effondrement financier et les pressions familiales, ressenties par de nombreuses personnes à la fin des années 1970. Dans les coulisses, Margot Kidder et lui se sont affrontés, mais la tension a été bénéfique à l'histoire. En 1985, Brolin a montré son côté drôle dans un caméo dans Pee-wee's Big Adventure. Il y incarne une fausse version de Pee-wee en tant qu'agent secret suave. Il s'agissait d'un clin d'œil intelligent à son rôle de James Bond. Parallèlement, il joue dans la série télévisée Hotel. Cette série a duré 5 ans et a donné à Brolin une carrière stable. Il y incarne Peter McDermott, le directeur poli d'un hôtel chic de San Francisco. Chaque épisode comportait un nouveau drame, de nouveaux invités, et Brolin en était le centre. Il a même réalisé certains épisodes. Il a été nommé 2 fois aux Golden Globes pendant cette période. Elle a également fait entrer quelqu'un de nouveau dans sa vie. Sa future femme, Jan Smithers, a joué en guest star alors qu'il traversait un divorce difficile. Barbara Streisand est née à Brooklyn le 24 avril 1942. Ses parents étaient Diana, secrétaire d'école, et Emmanuel, un enseignant respecté. Il gagnait 4 200 $ par an, ce qui suffisait à peine à subvenir aux besoins de la famille dans leur petit appartement. Alors que Barbara n'avait que 15 mois, son père est mort d'une crise d'épilepsie. La famille n'avait que 250 $ d'économie et a dû s'installer chez ses grands-parents. Barbara n'a jamais connu son père, mais elle a trouvé plus tard un mot qu'il avait écrit dans son livre de naissance. Je sens que celui-ci va être spécial. En 1949, sa mère se remarie et Barbara a une demi-sœur. Mais la vie n'est pas plus facile. Son beau-père était froid
et lui a dit un jour qu'il lui briserait l'esprit. En 1958, alors qu'elle n'a que 6 ans, Barbara quitte le domicile familial. Elle n'avait nulle part où aller et pas d'argent. Pendant 1 an et demi, elle est restée là où elle pouvait. Canapés de mie, vieux lit de camp et même escalier de secours en été. Elle avait une valise maintenue par du ruban adhésif, à l'intérieur de laquelle se trouvaient 3 tenues, 2 paires de chaussures et 12 disques. Même à cette époque, elle était parfaitement assidue à l'école. Elle étudie dans des bibliothèques et des restaurants et travaille à temps partiel pour 75 cents de l'heure. Elle ne gagnait que 17 $ par semaine, mais tenait bon en rendant visite à sa mère 2 fois par semaine, juste à temps pour le dîner, afin de pouvoir manger sans avoir à admettre qu'elle était sans domicile fixe. Elle a porté le même manteau pendant 3 ans, le réparant elle-même et le teignant même d'une autre couleur avec des restes de fournitures pour costumes. En 1960, Barbara travaille comme ouvreuse dans un théâtre et gagne un peu plus de 46 $ par semaine. Elle regarde la même pièce, La Mélodie du bonheur, plus d'une centaine de fois. Elle mémorisait chaque scène et, avant de travailler, elle s'entraînait à chanter seule dans le théâtre. Un soir, un régisseur l'entend chanter. Pensant qu'il s'agissait d'une doublure, il lui a demandé qui elle était. Elle a osé dire qu'elle auditionnait, même si ce n'était pas le cas. Sur place, elle a chanté pour 3 directeurs de casting qui se trouvaient à proximité. 2 jours plus tard, elle se produisait dans une boîte de nuit pour 58 $ le week-end, soit le double de son salaire habituel. Mais le théâtre l'a renvoyée pour avoir enfreint le règlement. Cela n'a pas d'importance. Elle vient de faire ses premiers pas dans le show business. Jusqu'alors, elle n'avait jamais pris de cours de chant. Elle a appris en chantant dans les cages d'escalier et les métros, en testant les échos et en attirant de petites foules. Plus tard dans l'année, elle loge chez un ami, Barry Deenan, dans un minuscule appartement surchauffé. Il la convainc d'enregistrer 3 chansons. Ils ont utilisé un vieil enregistreur à bobine, et Barbara devait rester immobile et se tenir exactement à 27 pouces du micro. Lorsqu'ils ont écouté la bande, Barry a laissé tomber sa tasse de café sous le choc. Il a dit que sa voix ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais entendu. Il a fait écouter la cassette à 14 personnes du monde de la musique. Certains n'y croyaient pas. Un directeur de maison de disques pensait qu'elle avait été réalisée par des professionnels et refusait de croire qu'il s'agissait d'un adolescent sans formation. Mais la vérité a éclaté. Et cet enregistrement brut s'est retrouvé plus tard à la Bibliothèque du Congrès. C'est alors que tout a basculé. C'était en septembre 1960. Barbara, à peine âgée de 18 ans, est montée sur la scène d'une boîte de nuit dans une robe à 6 $ achetée dans une friperie. Ses boucles d'oreilles ne sont pas assorties. Ce mois-là, elle avait déjà été rejetée de 7 auditions, souvent parce qu'on lui avait dit qu'elle avait une apparence trop étrange. Un producteur lui a même dit qu'elle avait une voix à 1 million de dollars mais un visage à 5 cents. Mais ce soir-là, elle a chanté Cry Me a River et l'a fait suivre d'une interprétation amusante de Who's Afraid of the Big Bad Wolf, qui a peur du grand méchant loup. La foule est restée silencieuse, puis elle a applaudi pendant près de 5 minutes. Elle a obtenu des notes parfaites de la part des juges, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Un critique sévère a même écrit que son nez pourrait devenir aussi emblématique que sa voix. En l'espace de 2 mois, elle a obtenu 23 contrats rémunérés. Elle a prouvé que le talent n'a pas besoin d'entrer dans le moule de la beauté. En 1961, elle prend une décision audacieuse et change de nom, abandonnant le 2e A pour devenir Barbara. Elle disait que cela lui permettait de se démarquer. Elle a gardé son accent de Brooklyn, a refusé la chirurgie pour changer son apparence et a continué à chanter les chansons bizarres qu'elle aimait. Lors d'une nuit glaciale, seules 7 personnes sont venues assister à son spectacle. Elle s'en moque. Elle se produit comme si la salle était pleine à craquer. Elle n'a pas voulu se changer pour s'intégrer. Et ça a marché. Puis vient Broadway. En 1962, elle joue le rôle de Miss Marmelstein dans un spectacle intitulé I Can Get It For You Wholesale. La veille de l'audition, elle avait une fièvre de 40 deg. Pourtant, elle est devenue
Les metteurs en scène ont failli couper sa grande scène parce qu'elle était trop bizarre, mais elle s'est battue pour la garder. Le soir de la première, la foule l'a obligée à la chanter 3 fois. Elle n'était qu'une actrice secondaire. Mais les critiques ne parlaient que d'elle. Le journal a dit d'elle qu'elle était la chose la plus drôle à Broadway depuis Fanny Brice. Elle a commencé à gagner 175 $ par semaine. Mais son contrat a été renégocié 5 fois. En 1963, Barbara sort son premier album. Columbia Records n'en a imprimé que 10 000 exemplaires. Ils pensaient qu'il ferait un flop. Il ne contenait pas de chansons à succès, seulement des airs de spectacle et des ballades. Mais il s'est vendu à 150 000 exemplaires en 1 mois. Elle avait le contrôle total. Elle a choisi les chansons. Elle a même refusé une couverture en couleur et opté pour une simple photo en noir et blanc. Cela allait à l'encontre de tous les conseils de marketing. Cet album lui a valu un Grammy pour l'album de l'année. Elle a battu Frank Sinatra. Certains votants aux Grammy Awards ont été tellement bouleversés qu'ils ont abandonné. Dans son bref discours, elle a déclaré « Ce n'est pas de la chance. C'est ce qui arrive lorsque vous n'écoutez pas les gens qui ne comprennent pas votre vision. » 1 an plus tard, elle a joué le rôle de Fanny Brice dans Funny Girl. La fille de Brice ne voulait pas qu'elle joue le rôle. Elle a déclaré que Barbara était trop Brooklyn, trop juive et pas assez jolie. Les investisseurs ont sorti plus d'1 million de dollars lorsqu'ils ont appris qu'elle avait obtenu le rôle. Mais Barbara l'a écrasé. Elle a interprété le rôle 867 fois, ne manquant que 2 représentations. Même atteinte d'une pneumonie, elle ne s'est pas arrêtée. Elle chantait des chansons écrites spécialement pour elle, car sa voix avait une tessiture de 3,5 octaves. Dans une scène, un arroseur s'est brisé et l'a trempé, mais elle a continué à chanter. Le metteur en scène l'a adoré et l'a ajouté au spectacle. Lorsque le spectacle a été présenté à Londres, les critiques ont été sévères. Mais à la fin, les billets se vendaient au marché noir pour 150 livres, une somme exorbitante à l'époque. En 1965, elle signe un contrat de télévision avec CBS. Il s'élève à 5 millions de dollars pour 10 émissions spéciales. Elle n'avait que 23 ans, mais le contrat lui donnait un contrôle total. CBS ne pouvait rien changer sans son accord. Il ne pouvait pas interrompre ses chansons par des publicités. Sa première émission spéciale, My Name is Barbara, enfreint toutes les règles. Elle a commencé l'émission en chantant seule dans le noir. Les dirigeants étaient terrifiés, mais 71% des téléspectateurs étaient à l'écoute ce soir-là. Elle a remporté 5 Emmy Awards. Elle a même monté toute l'émission elle-même. Le réalisateur a admis plus tard qu'il n'avait fait que suivre ses instructions. En 1968, Barbara Streisand quitte la scène de Broadway pour entrer dans l'histoire du cinéma. Elle joue Fanny Brice dans Funny Girl, le même rôle qui l'a rendue célèbre sur scène. Le film explose en popularité et devient le film le plus rentable de l'année aux États-Unis. La performance de Barbara était si puissante qu'elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. C'était son tout premier film, plus choquant encore. Elle a fait jeu égal avec Katharine Hepburn, la seule égalité de tous les temps dans cette catégorie des Oscars. Le film a obtenu 8 nominations aux Oscars et a confirmé que Barbara n'était pas seulement une vedette de théâtre, mais aussi une vedette de cinéma. Des années plus tard, la Bibliothèque du Congrès a fait de Funny Girl un trésor national. Mais Barbara ne s'est pas contentée des comédies musicales. En 1972, elle prend un grand risque avec What's Up? Doc, une comédie délirante avec Ryan O'Neal. Au début, elle déteste le scénario et dit aux journalistes qu'il va faire un flop. Mais en coulisses, des changements majeurs ont été apportés. Son personnage a été réécrit pour être plus amusant, tandis que O'Neal jouait le rôle du sérieux. Cela a fonctionné. Le film a été un succès, devenant le 3e plus gros film de l'année. Barbara a gagné 500 000 $ pour ce rôle, plus que sa partenaire, et les critiques ont loué ses talents de comédienne. Le film est devenu un classique, se classant parmi les meilleures comédies américaines. L'année suivante, Barbara a joué aux côtés de Robert Redford dans In the Way We Were. Il raconte l'histoire d'un militant juif passionné et d'un écrivain charmant, à une époque politiquement tendue aux États-Unis. Le budget n'était que de 5 millions de dollars, mais le film a rapporté 50 millions de dollars.
Il a valu à Barbara une nouvelle nomination aux Oscars et lui a valu un grand prix du cinéma italien. La chanson-titre, qu'elle interprète, devient le plus grand succès de 1974 et se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Des décennies plus tard, elle a été inscrite au Grammy Hall of Fame. À présent, Barbara souhaite avoir davantage de contrôle sur son travail. En 1972, elle crée sa propre société de production, Barwood Films. Son premier projet est Up the Sandbox, un film étrange mais audacieux sur une femme au foyer qui s'ennuie et s'évade dans ses fantasmes. Le film n'est pas un succès au box-office, mais les critiques respectent son point de vue courageux sur le féminisme. Les critiques ont comparé sa présence à l'écran à des légendes comme Greta Garbo. Roger Ebert a dit qu'elle jouait une femme qui ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Et ce genre de personnage était rare dans les films de l'époque. Puis vint une étoile est née en 1976. Barbara ne s'est pas contentée de jouer dans ce film. Elle l'a également produit. La chanson d'amour du film, Evergreen, a connu un énorme succès. Barbara a coécrit la chanson et est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à remporter un Oscar pour la composition d'une musique. La chanson a également remporté un Grammy et un Golden Globe. Sa performance lui a valu un autre Golden Globe. Et Evergreen a été classé plus tard comme l'une de ses meilleures chansons. Un tel succès n'a pas été facile à obtenir. Barbara s'est battue avec acharnement pour obtenir le contrôle de la création, en particulier lorsqu'elle a réalisé son premier film, Yentl, en 1983. Il lui a fallu 15 ans pour le faire. 12 studios ont refusé avant qu'un seul ne lui accorde finalement un budget de 14,5 millions de dollars. Elle a travaillé 20 heures par jour, s'est déguisée avec des vêtements moulants et a dirigé une équipe essentiellement masculine de 168 personnes. Certains ont même parié qu'elle échouerait, mais elle a prouvé qu'ils avaient tous tort. Le film a rapporté plus de 40 millions de dollars. Pourtant, un électeur a admis qu'il refusait de voter pour elle uniquement parce qu'elle était une femme. À l'époque, seuls 0,5% des films des grands studios étaient réalisés par des femmes. Lorsque Yentl a reçu d'excellentes critiques en 1984, les Golden Globes ont refusé de nommer Barbara dans la catégorie principale de la réalisation. Au lieu de cela, ils ont créé un prix unique pour elle, celui du meilleur réalisateur dans un film musical ou une comédie. L'année suivante, cette catégorie a disparu. Barbara a poliment posé la question lors de la cérémonie, demandant pourquoi il ne l'avait pas simplement incluse avec les autres. Son cas est devenu si connu que le Congrès l'a ensuite utilisé comme preuve de l'inégalité des sexes à Hollywood. Les années ont passé, mais Barbara n'a pas reculé. En 1991, elle revient à la réalisation avec Le Prince des Marais. Il a fallu 26 ébauches et 3 ans pour que le scénario prenne forme. Elle a tourné dans une Caroline du Sud dévastée par les ouragans, embauchant même des dizaines d'habitants qui avaient perdu leur maison. Le film a rapporté 63 millions de dollars et a été nommé 7 fois aux Oscars. La Guilde des réalisateurs l'a finalement récompensé, en faisant d'elle la première femme nommée en 44 ans d'histoire. Mais les Oscars ne l'ont pas nommée dans la catégorie « meilleur réalisateur ». L'indignation a pris de l'ampleur lorsque les gens ont appris que 94% des votants aux Oscars pour les réalisateurs étaient des hommes. En 1995, Barbara entre à nouveau dans l'histoire. Elle réalise son concert spécial pour HBO et remporte le Directors Guild Award for Television Directing. La première femme à être récompensée dans cette catégorie. L'émission comportait 11 caméras, 25 membres de l'équipe et 223 configurations de caméras. Pendant tout ce temps, Barbara luttait contre un trac insoutenable dû à un concert de 1967 au cours duquel elle avait oublié des paroles. Cette peur l'a empêchée de monter sur scène pendant 27 ans. L'émission spéciale a été regardée par 26 millions de téléspectateurs et a rapporté 93 millions de dollars. Lors de la cérémonie, Barbara a souligné que seuls 3,7% des postes de réalisateurs de télévision étaient occupés par des femmes. Cette victoire est intervenue 25 ans après qu'elle se soit battue pour la première fois contre la DGA sur cette question précise. Derrière les projecteurs,
La vie personnelle de Barbara était souvent douloureuse. Elle a épousé l'acteur Elliot Gould en 1963. Leur fils, Jason, est né en 1966. Barbara a annulé une tournée d'1 million de dollars lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. Elle aimait être mère et emmenait souvent Jason au travail avec elle. Mais le mariage a souffert. Gould était aux prises avec des problèmes de jeu et de toxicomanie. Il a vendu leurs affaires pour financer ses habitudes. Et Barbara a craint que cela n'affecte leur enfant. Ils se sont séparés en 1969 et ont divorcé en 1971. James Brolin et Barbara Streisand se sont rencontrés à l'aveugle le 1er juillet 1996. Il s'en est fallu de peu pour que cela n'arrive pas. Tous deux avaient une cinquantaine d'années et avaient connu des échecs amoureux. Streisand était divorcé depuis 1971. Brolin venait de mettre fin à son second mariage et était endetté à hauteur de 1,4 million de dollars. Leur amie, Linda Bruckheimer, leur a donné rendez-vous après avoir annulé 2 fois auparavant. Brolin devait en fait rencontrer une autre femme ce soir-là, mais il a changé d'avis à la dernière minute. Il a pris un Valium parce qu'il était nerveux. Streisand s'attendait à un homme robuste avec une barbe, mais elle l'a trouvé rasé de près pour un autre rôle. Ils ont fini par parler pendant 6 heures. Ils ont réalisé plus tard qu'ils étaient nés à 3,4 miles l'un de l'autre à Los Angeles. Dans les 30 premières secondes, Streisand lui demande « Qui t'a décoiffé ?» Elle ne voulait rien dire de mal. Mais cela a frappé Brolin de plein fouet. Son ex-femme n'avait jamais fait de commentaires sur son apparence en 11 ans. Cette remarque lui est restée en travers de la gorge. Il faillit partir. Mais quelque chose dans ses yeux l'a fait rester. Cette nuit s'est terminée à 3h27 du matin. Elle lui a demandé une mèche de cheveux. Elle l'a gardée. Elle est maintenant encadrée dans leur maison, accompagnée d'une note manuscrite. Plus tard, elle a admis que 17 minutes seulement après l'avoir rencontré. Elle avait senti qu'il était différent des 28 rendez-vous à l'aveugle qu'elle avait eus au cours des 3 dernières années. Brolin a essayé de la demander en mariage à 3 reprises. La première fois, 87 jours après leur rencontre, dans une montgolfière au-dessus de la Napa Valley. Il lui a offert un diamant de 3,9 carats d'une valeur de 250 000 $. Elle a refusé. Elle avait une règle de 2 ans après une mauvaise expérience avec un ancien fiancé. La deuxième demande en mariage a eu lieu le soir du Nouvel An 1997 à New York. Il a joué la chanson préférée de son enfance et s'est agenouillé devant 14 amis. Elle a de nouveau refusé. La troisième fois a fonctionné. C'était le 15 mars 1998, lors d'un pique-nique chez elle à Malibu. Cette fois, il lui a remis une lettre de 24 pages contenant 98 raisons pour lesquelles ils étaient faits l'un pour l'autre. Ce qu'il ne savait pas alors, ce qu'elle n'a révélé que des années plus tard dans ses mémoires, c'est qu'elle était secrètement fiancée à un autre homme lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Elle a rompu après leur 5e rendez-vous. Ils se sont mariés exactement 2